1, la France bouge. 21h, 22h. Aurélien Fleureau. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour La France bouge, votre rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat, à celles et ceux qui font l'économie au quotidien. Grandes entreprises, start-up, aventures personnelles sont au menu chaque soir. Et aujourd'hui, une émission consacrée à la philanthropie, la solidarité, entreprendre en faveur du bien commun, de la planète, de ceux qui n'ont pas les mêmes chances que d'autres au départ. Une finance responsable, une consommation plus raisonnable, voilà ce que porte notre invité du soir. Bonsoir Alexandre Mars. Bonsoir Aurélien. Merci d'être avec nous. Vous avez donc lancé notamment la fondation EPIC il y a un petit peu plus de 10 ans. Fondation qui a notamment permis de mobiliser plus de 100 millions de dollars dans 11 pays. Et bien, on va parler de tout cela et également d'Infinite, un autre projet là dans le domaine de l'éducation. À mes côtés tout au long de cette émission, notre coach du soir, Christelle Gimaret. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Merci d'être avec nous, fondatrice d'EcoClean On Demand. Bonsoir donc. Et merci d'être avec nous. Vous avez apporté votre regard en particulier sur notre start-up du soir. Comment on pourrait la présenter en quelques mots ? Alors, la start-up du soir ou ma start-up ? La start-up de notre invité. Alors, je pense que c'est une start-up qui mérite effectivement d'être mise en lumière parce que ce qu'elle fait, apparemment, agit pour le bien commun. C'est-à-dire qu'elle va aller financer des dons, des micro-dons, des cas-dons, comme elle les appelle. Et tout ça dans un business model qui, apparemment, tient la route. Donc, moi, j'ai hâte d'en savoir plus et de pouvoir éventuellement donner nos éclairages pour que ce soit encore plus pérenne et encore plus à impact. Exactement. Et ce sera avec vous, Zoé Garnier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, cofondatrice donc de Because, la start-up, comme l'a parfaitement expliqué Christelle, qui innove donc pour faire évoluer aussi le mécénat pour les entreprises avec donc ces cadeaux, c'est ce don cadeau dont on va parler dans quelques minutes avec vous. Enfin, dernière partie de notre émission qui va nous permettre de prendre des nouvelles d'un invité déjà passé dans La France bouge. C'était il y a un petit peu plus de 2 ans. Nous serons avec Thomas Moreau qui a cofondé YouCare, une association qui agit pour protéger notamment la vie animale et la biodiversité. Voilà, vous avez le programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1. Europe 1. 21h, 22h. Aurélien Fleureau. Un grand classique, soigner le monde, changer le monde, c'est tout simplement l'objectif, l'ambition d'Alexandre Mars. Europe 1, l'invité de La France bouge. Rebonsoir donc Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, vous l'avez dit dans l'un de vos livres, voilà, changer le monde tout simplement. Ça passe par plein de petites choses que vous avez accomplies et des grandes choses également. Je vous présente rapidement avant de revenir sur votre parcours bien sûr. Vous avez 51 ans, vous êtes entrepreneur, citoyen engagé, podcasteur, papa. Alors là je plagie un petit peu votre présentation LinkedIn, c'était facile. Et donc philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être philanthrope quand on entreprend ? Et d'ailleurs je crois que vous préférez presque le mot solidarité au mot philanthropie. Le mot philanthropie est un mot qui fait un peu d'un autre âge en fait. C'est vraiment que vous avez dépoussiéré. Ouais, en tout cas on tente, mais c'est quand même un mot un peu ancien qui fait un peu on est tout en haut et on a la gentillesse d'aider ceux qui sont en bas. Nous, on n'aime pas tellement cette vision-là. Je pense que tout le monde peut faire et c'est à chacun d'essayer de faire son petit quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'on voit. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, Aurélien, ce que nous aimons, nous, c'est la solidarité, c'est la capacité que chacun puisse faire quelque chose à son niveau. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour faire quelque chose, pour aider celui qui est dans la nécessité. Et on sait au quotidien aujourd'hui, des gens sont dans la souffrance, sont dans la difficulté. Et si on peut faire quelque chose, on doit le faire. Et vous le dites aussi, donc voilà, en mode combattant pour changer le monde, parce que c'est pas un petit objectif. C'est pas facile, Aurélien. Donc vous vous dites, voilà, il faut y aller. On met le bleu de chauffe, on met concrètement, comment ça se met en place encore maintenant, parce que vous avez déjà lancé plein de choses, mais chaque jour vous vous dites, voilà, il faut que je fasse avancer tout cela. Enfin, je suis un entrepreneur comme vous le savez, et donc moi au départ, je me suis dit, il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas forcément celles que j'aimerais voir, et donc comme dans n'importe quel système, je me dis on va développer une plateforme, une manière de penser différemment, mais pas uniquement en disant il faut que, Aurélien, il faut que vous donniez plus, il faut que vous soyez plus engagé. Qui je suis pour vous donner une direction? En revanche, je dis si et seulement si, Aurélien, vous avez envie de donner plus, si et seulement si, Aurélien, vous voulez donner une partie, partager une partie de ce que vous avez, et ne me dites pas que les impôts sont trop importants, c'est pas la discussion, c'est certainement ce que vous pensez, mais à côté de ça, on a quand même toujours du temps à donner, des choses à faire pour ceux qui ont moins. Formes, effectivement. Et donc c'est ça. Et donc ce qu'on a développé chez EPIC, c'est cette vision de dire le partage peut être redéployé, réinventé.
on peut peut-être certainement vous redonner confiance. Et la plupart du temps, Aurélien, quand j'ai cette discussion-là avec des gens qui ont envie de faire plus, ils me disent toujours « j'ai pas confiance, Alexandre, je sais pas où mon argent va, je ne sais pas quel est l'impact de cet argent ». Et on s'est rendu compte de ça, vous l'avez indiqué, il y a plus de 10 ans de ça, on s'est dit « vous savez quoi, on va faire ce travail pour vous ». On va trouver des associations, on va les sélectionner et on va revenir vous voir en disant si et seulement si Aurélien vous voulez donner un peu plus, quel que soit le montant, sachez qu'on a fait le travail et tout ce travail est fait gratuitement puisqu'on ne facture pas les gens qui veulent donner. On vous trouve les organisations qui touchent la jeunesse et l'enfance, vous l'avez cité, dans un certain nombre de pays dans le monde, gratuitement. Donc effectivement, il y a ce côté un petit peu bilan qu'on peut faire puisqu'il a fait un tout petit peu plus de 10 ans. Vous avez fêté en 2025 les 10 ans d'Epic. Peut-être pour faire un petit rétro-pédalage rapide, l'aspect entrepreneur, donc vous, c'est depuis 17-18 ans, première start-up. Et donc, il y a cette volonté de se dire, bah voilà, je lance des choses. Ensuite, elles ont été donc revendues, notamment certaines à des grands groupes. Et c'était dès le début quasiment cet objectif de se dire bah voilà, je vais faire grandir des entreprises, gagner de l'argent et ensuite partager. C'était quasiment depuis le départ. C'est inséré dans mes gènes, je pense. C'est grâce à l'éducation peut-être que j'ai eue, mais depuis très tôt. Ça m'a pris plus de temps, ça va vous faire sourire, mais moi je pensais vraiment qu'à 25 ans, j'allais avoir suffisamment. Alors après, il y a des questions que vous pouvez me poser. Qu'est-ce que suffisamment ? Chacun d'entre nous ici a peut-être une vision du suffisant. C'est ça. Mais pour certaines personnes, ce ne sera jamais suffisamment. Et j'espère qu'ils auront quand même le sourire quand ils partiront de cette planète. Il faut arriver à définir c'est quoi le suffisamment et pourquoi vous êtes sur Terre. Aurélien, est-ce que c'est juste pour avoir plus ? Vaste question. Ah ouais, mais c'est la question qui est essentielle pourtant, et les gens qui nous écoutent, c'est ça la vraie question. On peut oublier de se la poser parfois. Et parfois, moi, assez tôt, je me suis dit, il y a peut-être une chose, et ma raison d'être sur Terre, c'est d'utiliser mon petit talent d'entrepreneur pour essayer de développer des choses, des plateformes, des outils qui permettent d'espérer que le monde demain soit pas pire que celui d'aujourd'hui. Et c'est déjà un challenge, je vous l'avais dit. Oui, il faut que je mette nombre de choses tous les jours. J'ai des équipes incroyables. Et c'est beaucoup de travail, mais ça nous donne le sourire. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et justement, en 10 ans, comment vous pourriez résumer en quelques mots comment ça a évolué justement cette fondation Epic entre 2015 et maintenant début de 2026 ça a forcément grandi dans plein de pays, je l'ai dit rapidement en sommaire. Qu'est-ce que vous retenez en priorité ? Donc, les chiffres, vous avez raison de les souligner, c'est plus de 100 millions qui ont été déployés dans les organisations, c'est 1,7 million de vies qui ont été transformées. Donc voilà, il y a 10 ans, quand on a démarré sur une feuille blanche, on avait des espoirs fous et on est heureux de voir qu'est-ce qu'on a pu réaliser avec les équipes au bout de 10 ans. Ouais. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est ça le sujet, c'est que et c'est ça qui est difficile, c'est que évidemment, j'ai le sourire quand j'entends ces chiffres-là, mais ce sourire, il passe rapidement parce que je me dis qu'il y a encore beaucoup de gens qu'on n'a pas réussi à aider, qui sont encore sur le côté, qui n'ont pas grand-chose, qui ce soir vont encore pas avoir assez à manger, ce soir vont pas avoir une place pour dormir, ce soir qui vont être frappés, abîmés, abusés. Et ça, c'est le quotidien. Donc ça, c'est un combat, en effet, le bleu de chauffe, tout le temps, pour combattre, pour essayer d'être utile, là on peut l'être. Et là justement, qu'est-ce qui vous occupe aujourd'hui, cette semaine, pour la prochaine organisation avec laquelle vous allez travailler, prochain projet, prochain objectif sur cette logique-là, pour qu'on comprenne bien la démarche et le fonctionnement ? Bien sûr, donc l'objectif c'est de trouver des associations dans un certain nombre de pays pour pouvoir les sélectionner, comme vous allez sélectionner potentiellement un investissement, et puis après revenir voir des gens qui veulent donner un peu plus en disant si et seulement si vous avez cette envie-là, sachez qu'on a fait le travail. C'est ça. Mais, je vous le disais, il n'y a pas de modèle économique chez Epic, c'est-à-dire que 100% de votre don, Aurélien, partira à la cause que vous avez choisie. Donc c'est un modèle assez unique, qui coûte évidemment de l'argent pour faire structurer, parce que c'est le conseil d'administration qui finance ça, mais pour que chaque donateur puisse savoir que son don, à 100%, va aller à la cause. On essaye de faire que ce don devienne la norme, en fait, pas une exception. C'est ce qui s'est passé. On a poussé beaucoup tout ce qui est les dons sur les salaires dans les entreprises, les dons à la caisse que vous avez tous et toutes vu, ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, ce don, il n'a pas besoin d'être Bill Gates, même si ce serait bien que tout le monde soit comme Bill Gates, de dépenser des milliards. Ça peut être 5 euros, ça peut être 1 euro, ça peut être 10 euros. C'est à chaque fois ce geste, ce moment où on est connecté vers quelque chose qui est important, c'est-à-dire celui et celle qui a un peu moins, qui a besoin de nous. Et donc c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est effectivement pas uniquement des grosses sommes quand on peut se le permettre, c'est ça dans des actes du quotidien, les arrondis, les micro-dons, on l'a dit, effectivement tous ces petits gestes-là qui doivent devenir une habitude. Comment on fait en sorte que ça devienne une habitude et que
on ait ce réflexe-là et que justement les entreprises là où on fait des achats le proposent de manière systématique. Et en fait, on parle souvent de dire voilà, l'État peut tout faire. Moi, ça m'arrive quand même régulièrement. Des gens qui me disent mais moi aussi, je suis un philanthrope, Alexandre. Je lui dis raconte-moi où tu m'as. Il me dit je paye mes impôts. Donc il y a une vision réelle de finalement de pouvoir participer grâce à ces impôts au sens commun. Mais nous, on pense que ça ne sera jamais suffisamment, pour plein de raisons. Et c'est vrai qu'à chacun à son niveau, en tant qu'entreprise, on entendra certainement Zoé nous en parler tout à l'heure, ou en tant que particulier, on peut certainement faire tous un peu plus. Il faut juste être aligné. Le point à la fin, c'est être aligné avec ce qui est vraiment important pour vous, Aurélien. Certaines personnes, peut-être que ça ne va pas les intéresser. Ils vont être dans leur propre cercle, ils n'ont pas envie. D'autres, ils se rendent compte au quotidien que c'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes humains et nous ne sommes pas des robots. Donc désolé pour ceux qui veulent vivre avec des robots, c'est pas mon cas. Moi, ce qui est mon cas, c'est de pouvoir à chaque fois, quand on peut, c'est d'être utile. Et être utile, c'est quand même la vraie définition de l'humanité. Évidemment. Et donc au sein des entreprises, cet aspect de réussir via les salaires, ça c'est compliqué, ou est-ce que au final, une fois qu'on arrive à faire passer le message, trouver la bonne personne qui va peut-être aussi véhiculer le message pour que ça soit un réflexe. Comment vous l'avez justement vécu, constaté là au fil de ces années ? Vous avez tellement raison, Aurélien, c'est toujours une personne au départ. Ça peut être le responsable des ressources humaines, ça peut être des employés qui disent « moi j'ai envie d'avoir ça dans mon entreprise ». Donc quelqu'un qui a pu lire un de vos livres, écouter un podcast, se dire « tiens, bonne idée ». En effet, j'ai commis quelques livres, on a un podcast dont on sortait qui s'appelle Pause, où on évoque ces sujets-là en fait. Mais ça peut être un déclic, clairement. C'est un déclic, et donc c'est pas si compliqué que ça, c'est sur les... En fait, on a démarré cette vision en disant on a tous des fiches de salaire où c'est jamais arrondi, c'est jamais un 0,0, il y a toujours quelque chose. Donc, pourquoi ne pas donner les quelques centimes qui sont après la virgule à des causes sociales ? Et c'est un message, Aurélien. C'est une manière de penser. Quel que soit le montant, c'est qu'on est comme tous ensemble pour un meilleur demain. Quel que soit ce demain, mais espérons qu'il soit meilleur. Justement, est-ce qu'on a cette habitude aussi de faire des dons ? Pour qui on fait des dons ? On a été posé la question, évidemment, comme on le fait toujours dans cette émission. Diana Ngoma est allée tendre le micro européen à quelques personnes. Écoutez ce qu'elles disent de ce sujet. J'ai commencé à donner à une association quand j'étais en stage, en maîtrise, parce que j'ai fait un stage, pour tout vous dire, à Médecins du Monde. Du coup, comme mon stage s'était super bien passé, j'ai commencé à faire des dons. Et puis depuis, je sais que c'est un virement automatique. Mais c'est vrai que je voulais me renseigner parce que j'ai un ami qui m'a expliqué qu'il avait un système de dons. Chaque année, il fait un don et c'est redistribué à différentes associations. Donc ça peut être des associations pour le droit des femmes, pour les personnes handicapées, pour les animaux, et c'est très large et ça permet de faire un roulement et je trouvais ça intéressant. Eh bien oui, il m'arrive de faire des dons. Je fais des dons chaque mois à mon église afin qu'on puisse financer ce que j'estime être important, qu'on puisse financer l'enseignement et la transmission de la religion chrétienne, notamment protestante, et je donne aussi de temps à autre envers des orphelinats, des associations qui aident les enfants sur le continent africain qui sont à la rue, n'ont pas de parents et qui ont besoin d'avoir leur éducation et leurs besoins les plus élémentaires financés. Alors oui, je fais des dons à des associations. D'ailleurs, pas plus tard que ce week-end, je me suis engagé à faire un don permanent et régulier au Resto du Cœur. Et sinon, de manière générale, je fais des dons à tout type d'associations dont la cause me parle, et notamment dans le milieu du handicap, parce que j'ai moi-même été bénévole dans ce secteur-là. Voilà, donc on l'a entendu avec cette logique de se dire j'ai envie de savoir pour qui, pourquoi je donne, quel sens a ce geste-là. Alexandre Mar, c'est tout ce que vous incarnez, c'est votre démarche, et c'est peut-être aussi rassurant de se dire que quand on fait un don, peu importe la somme, encore une fois, on a envie de savoir à quoi ça sert. Bien sûr, c'est une question de confiance et c'est normal, c'est notre quotidien la confiance. Et parfois, quand cette confiance est érodée, quand cette confiance est abîmée, on se réfugie, on dit je donne plus cette année. Et ça arrive parce qu'il arrive évidemment qu'il y ait des gens qui soient pas parfaits. Et donc on essaye. C'est pour ça que on a un système d'audit, un système de sélection qui est très poussé, parce qu'on doit faire attention à ça. La confiance est centrale dans tout, dans l'être humain, dans la gestion des êtres humains entre eux. Il faut que cette confiance existe. Elle est faisable. C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme EPIC pour redonner confiance aux gens que le don n'est pas une exception, mais le don doit devenir une norme. Et dans toute religion et religion, vous le savez, le don, la charité est structurante.
On a pu peut-être l'oublier, et pourtant, c'est partout, et ça a toujours été partout depuis des millénaires. Et pour terminer sur l'aspect épique, la Fondation, enfin terminer, on va y revenir tout au long de l'émission, mais sur une dernière question précise sur cet aspect de offrir de la stabilité, du long terme, du concret, c'est vraiment aussi ce qui a fait la différence pour durer, pour que ça fonctionne tout simplement. Oui, merci de le préciser, parce que c'est vrai, du côté des associations, du côté des ONG, arriver à avoir de l'argent qui n'est non fléché, d'argent qui sont sur plusieurs années, là on est un peu plus spécifique pour les spécialistes qui nous écoutent, mais souvent les gens, quand ils donnent de l'argent, ils donnent pour une fois, et puis c'est vrai que ces organisations-là, elles ont besoin de temps pour s'installer, pour développer, pour déployer, et donc depuis le des premiers jours, on a dit, ce serait de l'argent qui est non fléché, et qui est sur plusieurs années, qui donne cette confiance sur la durée, parce qu'on a confiance dans ces associations qui font un travail incroyable, et tous les entrepreneurs sociaux qui nous écoutent aujourd'hui, qui connaissent, c'est des gens exceptionnels qui ont décidé que leur quotidien n'était pas de faire plus d'argent, mais de donner plus pour les gens autour d'eux. Et voilà, c'est eux qu'il faut aussi qu'on remercie. Et il n'y a pas de raison que ça ne dure pas encore au moins une bonne dizaine d'années. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Évidemment, autre projet très important, Infinite. Donc là, on est plus dans l'éducation. Pareil, comment vous pourriez le présenter en quelques mots et pourquoi vous avez eu cette envie, ce focus sur l'éducation? En fait, on le sait tous aujourd'hui, si vous êtes le meilleur de votre lycée et que vous venez d'une classe populaire aujourd'hui, il y a quasiment malheureusement aucune chance ou très peu de chance que vous terminez dans les meilleures universités dans le monde. Et pourtant, on sait très bien que les sociétés qui dirigent notre système sont ces grandes sociétés qui embauchent dans ces grandes écoles. Donc aujourd'hui, si on veut remettre ce système où on a une vraie méritocratie républicaine, il faut absolument que ces meilleurs jeunes puissent faire les meilleures écoles. Et donc on a démarré ça il y a un peu plus de 2 ans, Aurélien, vous le savez, avec cette idée de dire, du moment que vous êtes le meilleur de votre lycée, que ce soit en France, que vous venez de classe populaire, on va vous financer. Mais ça ne va pas être une bourse pure, ça va être un prêt. Taux zéro sans garant. Et donc on vient vous voir aussi, parce que c'est compliqué pour vous de dire, voilà, on ne peut pas repérer. Voilà, donc soit on travaille directement avec les grandes écoles, l'université dans le monde, soit on travaille avec les associations. Pousser des profils, entre guillemets. Exactement. Soit les associations qui font ce travail-là, qui suivent ces jeunes depuis la 5e, 4e, 3e seconde, soit avec les lycées. Et on vous dit, vous êtes le meilleur de votre école, vous devez aller à HEC, vous devez aller à Oxford, vous devez aller à Saint-Gall ou à Bocconi, parce que c'est le monde de demain va continuellement, quoi qu'on dise, être plutôt dirigé par des gens qui sortent de ces écoles-là. Donc, on va vous envoyer, mais ça va être un prêt à taux zéro sans garant. Vous terminez cette école-là, vous sortez d'HEC, Aurélien, vous êtes embauché par L'Oréal, par le groupe Lagardère ou Vivendi, et Aurélien, vous allez rembourser. Mais vous n'allez pas rembourser votre prêteur, vous n'allez pas me rembourser moi, vous allez rembourser en fait le prochain jeune comme vous. Donc en fait, c'est un modèle cercle vertueux. Exactement. Aussi, Donc on vient en quelques minutes de redéfinir ce qu'est la pyramide de Ponzi dont on a entendu parler pendant tellement d'années d'une manière positive. Oui, c'est ça. On va mettre un peu d'argent. Cet argent-là va permettre de vous financer, vous jeunes, qui êtes exceptionnels, qui méritez autant que mes gamins à moi, mais que c'est votre succès qui va faire que vous allez financer le prochain jeune comme vous. Donc en fait, c'est un modèle qui est infini. C'est pour ça que ça s'appelle Infinite. Évidemment. Et donc là, l'idée, c'est que vous aviez déjà pu constater de manière concrète que certains jeunes qui, certes, sont très bons, n'avaient pas du tout cette idée de se dire, voilà, cette école-là, c'est pour moi, cette formation, elle est pour moi. Et vous le savez parfaitement, ces jeunes se mettent directement un handicap qui disent, c'est pas pour moi, je vais rester. Oui, donc, ou même ne pas avoir l'information. Ou ils n'ont pas l'information au lycée. Donc c'est pour ça que les associations sont importantes. C'est pour ça que certains professeurs, encore une fois, à ce micro-là, remercions les professeurs qui prennent leur temps, qui disent si tu as le potentiel, ça existe. Les CPE dans ces lycées qui disent ça existe. Il faut évidemment que ça revienne à ce niveau-là, à ce moment-là, pour que ces jeunes-là puissent avoir le parcours, le développement personnel qui est juste logique et normal. On n'est pas en train de dire quelque chose de fou là, Aurélien. On dit juste que ça ne devrait pas être autrement. Comment on peut imaginer que dans une société où juste parce que vous n'êtes pas né au bon endroit, juste parce que vous êtes une famille monoparentale, juste parce qu'il se passe quelque chose, que vous ne puissiez pas avoir le même futur que des jeunes qui ont grandi avec une famille parfaite. Et quand je dis parfaite, je le fais exprès, il n'y a aucune famille parfaite. Et donc, c'est pas facile, certainement beaucoup de gens, mais en tout cas, quand vous n'avez pas les moyens financiers, que vous n'avez pas l'accès à l'information, Aurélien, vous allez certainement pas aller dans ces écoles-là. Il faut changer ce système-là. On l'a démarré depuis 2 ans. Maintenant, on a plus de 150 jeunes. On a des mentors qui voient ces jeunes. Oui, il y a un aspect mentorat qui est très important aussi. Chaque jeune doit avoir un mentor. Parce que c'est pas parce que vous arrivez dans ces écoles-là que vous avez forcément l'information, la connaissance, trouver les premiers stages. Donc évidemment, on cherche aussi des gens qui ont extrêmement bien réussi pour mentorer ces jeunes-là. L'objectif, c'est de continuer à faire que ce programme-là grandisse dans notre pays, mais que ce programme-là, on est en train de regarder dans d'autres pays. Je vous dis que ce soit dans quasiment tous les pays du monde. Ce que je vous dis ici, Aurélien, c'est le cas dans
tous les pays. Ça peut se dupliquer effectivement partout, cette logique. Et tant mieux. De toute façon, on continue d'en parler ensemble. Vous restez bien sûr avec nous, Alexandre Mars. La France bouge jusqu'à 22h sur Europe 1. On revient bien juste après cette première pause musicale. C'est une nouveauté, Davina Michel, What's a Woman. Ultra inspirant. Are fading away through today's state of mind. Long roads lie ahead to prove she can do all that once was meant for a man. Don't get me wrong, I adore them, but I thank the Lord she made sure that I am a woman. Oh, fresh out of college, best of a year, bursting with knowledge, she wants that career, but the list is long and the risks are mad. Her fertility makes her incompetent. Don't get me wrong, I adore men, but all of my girls put their hands up in the air. Whoa. One for the mothers, one for the daughters. Man, what a woman. Whoa. She is bold, she is brave, she is beautiful, she is booty and brave, she got it all. Man, what a woman. Man, what a woman. Gotta work, gotta pay for a happy home, not a burden, not a pain. It's supermom. She's a farmer, a dancer, an entrepreneur. She's beating cancer, she finds the cure. She's working at breakneck speed, same task, so she walks the same paycheck. Is that too much to ask? Oh, with a grin on her face, she relives her past. Younger years feel like days and they're smiling back, 'cause time only changed what the eye can see. She's still that boss babe at 93. Every age, every shade, every shape and size. All my dolls, all my babes, put your hands up in the air. One for the mothers, one for the daughters. Man, what a woman. Whoa. She is bold, she is brave, she is beautiful, she is booty and brave, she got it all. Man, what a woman. Man, what a woman. Whip your hair in the wind and go hard in heels. Yeah, we paint the town pink, that's how freedom feels. Man, what a woman. Man, what a woman. Think like a woman, lead like a woman, love like a woman. If you're a woman, you can do anything. And today's state of mind needs to let that sink in. Oh, don't get me wrong, I love my man, but I thank the Lord she made sure that I am a woman. Man, what a woman. La très belle voix de Davina Michel sur Europe 1, What's a Woman. Europe 1, La France bouge. 21h, 22h. Aurélien Fleureau. Chaka Ponk, c'est un clin d'œil à notre prochaine invitée. Vous allez tout comprendre dans un instant. Nous sommes toujours avec Alexandre Mars à la tête de la fondation EPIC, un entrepreneur qui s'engage pour la préservation notamment de la planète pour offrir sa chance à tous. On l'a compris avec Infinite et puis qui nous permet de mieux donner, de bien savoir pourquoi l'on donne exactement. Avec nous en studio également la coach du soir, Christelle Gimaret, fondatrice d'Eco Clean on Demand. D'ailleurs, Christelle, on peut dire un petit mot aussi de votre start-up à vous justement pour la présenter. Je ne vais pas vous faire pitcher, mais en tout cas la présenter en quelques secondes. Alors, quand vous créez une entreprise, en fait, soit vous prenez le prisme de ce qu'attendent vos clients, soit vous prenez le prisme de ce qu'attendent vos salariés. D'accord. Moi, j'ai fait le choix de se dire, voilà, Eco Clean on Demand, c'est une boîte de nettoyage à la base, qui, par le Covid, qui, par des apports, par des grands groupes, est devenue une plateforme digitale.
On a tendance de dire qu'on est le Uber du nettoyage, mais version Bicorp, parce qu'on a ce label Bicorp. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on va chercher justement les jeunes qui savent pas trop quoi faire de leur vie. On va chercher des étudiants. Il faut savoir que le revenu médian d'un étudiant, c'est 400 €. Et il faut en faire de la frite pour gagner 400 €. Donc, et puis malheureusement aussi, de plus en plus de jeunes retraités qui ont besoin d'un complément de revenu. Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Une fois qu'on les a identifiés, on les forme, on les immatricule et ensuite on les envoie sur des missions à la demande. L'avantage, c'est qu'ils sont payés 18 € de l'heure et non pas 10 € de l'heure. Okay. Donc, ça veut dire que le revenu médian d'un étudiant, il le fait en 2 fois moins de temps. Et puis surtout, on dit ton job te suit. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, la maman isolée, l'étudiant qui a des partiels ou le retraité qui garde ses petits-enfants, il n'est pas sanctionné s'il ne travaille pas aujourd'hui. Et juste, il est son propre patron, il fait ce qu'il veut de son planning, c'est à la demande. Et c'est à la demande aussi, parce que ça reste quand même un modèle économique, c'est à la demande pour les grands groupes qui sont en face, qui eux ne veulent payer que ce qu'ils consomment. C'est-à-dire il y a cette logique-là aussi. Si par exemple, vendredi, on sait très bien que tout le monde est en télétravail, il n'y a pas besoin forcément de nettoyer tous les bureaux de l'entreprise. Donc on dit, au lieu de faire, les 20 heures de vendredi, on va en faire que 2. Et c'est à la demande dans tous les sens. Et c'est l'avantage, c'est que on a des gens qui font le ménage, qui sont heureux de le faire, parce que c'est un métier qui n'était pas forcément très valorisé. Et nous, on les met vraiment en valeur, que ce soit pécuniairement, que ce soit sur le fait d'utiliser que des produits écologiques, de respecter tout ce qui est troubles TMS, du vertueux, risque d'accident du travail. Ils vont pas repartir de chez nous avec les poumons brûlés ou les yeux éclatés. Donc ça, c'est quand vous avez des gens qui sont respectés, ils sont engagés. Et puis les clients, ça leur donne aussi une bonne conscience. Et puis en réalité, s'aperçoivent que les gens du ménage, c'est pas forcément des gens qu'on fait venir à 4 heures du matin. Ils ont aussi le droit de dormir, voir leurs enfants grandir, aller en week-end. Et que quand on leur dit bonjour, ils mordent pas, ils sont même sympas. Donc ça crée une espèce de connivence. Et du coup, quand vous êtes convaincu, vous êtes convaincant. Eh bien, parfait, c'est vertueux sur plein d'aspects, donc au moins c'est très concret pour EcoClean on Demand. Vous restez bien évidemment avec nous. Juste avant de s'intéresser à notre pépite du soir, Because, avec Zoé Garnier, sur ces jeunes générations, Alexandre Mars, qu'on évoquait juste avant, là, en fin de première partie d'émission. Est-ce que vous avez l'impression que sur ces thématiques-là, du partage, de l'engagement surtout, ils sont un petit peu plus enclins? Est-ce que c'est plus dans l'esprit de se dire, ok, je fais un choix d'études, de premier job, il faut qu'il y ait quand même un peu cette logique-là de je sais pourquoi je vais travailler et c'est pas mal s'il y a du sens. Beaucoup plus. Alors c'est pas parfait, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui se disent qu'ils ne peuvent pas uniquement travailler à la sauce Milton Friedman d'il y a 30 ans en disant on va faire le plus d'argent possible et l'actionnaire dépensera ou déploiera les bénéfices. Je pense qu'il est de plus en plus compliqué, même socialement, d'arriver à avoir des dîners, des déjeuners, ou rester avec des amis en disant juste on est là juste pour faire l'argent. Encore une fois, ne jugeons pas. Il y a des gens et on en a certains qui ont grandi avec pas grand-chose. Quand ils veulent leur premier job, ils doivent payer des emprunts, ils doivent subvenir à des besoins de leur famille. Donc ça existe encore et difficile de juger. Mais on voit qu'il y a quand même une volonté plus partagée, en effet Aurélien, d'essayer de trouver un sens dans le travail. Il y a de plus en plus de start-up d'ailleurs qui essayent de faire les deux. C'est bien de réussir. Je pense que tout le monde a cette volonté de cette réussite, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Eh bien, on va le voir de manière concrète, puisque la France bouge, c'est bien sûr le rendez-vous des entreprises qui innovent, qui inventent, qui trouvent des solutions. Et c'est le cas de Because. Europe 1, la France bouge. La pépite. Et donc c'est à vous, Zoé Garnier, rebonsoir, vous êtes la cofondatrice donc de Because, création en 2023. D'abord un petit mot rapide de votre parcours. Donc vous avez 29 ans, vous êtes originaire du Var, hier plus précisément. Vous avez beaucoup voyagé, notamment après le bac. Vous avez été embauchée comme hôtesse de l'air chez British Airways, mais avec le Covid, les confinements, en fait, vous n'avez jamais démarré. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Heureusement. Et voilà, c'est ça. Et justement, vous dites heureusement parce que ce temps-là vous a permis de faire évoluer votre envie. Ouais, c'est ça. Donc j'ai été embauchée en fait en plein Brexit chez British Airways, donc forcément ça a mis du temps avant de me donner une date de commencement. Oui, en plus, voilà. Voilà, et donc pendant cette année-là, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait du slow travel, j'allais à la rencontre des locaux, j'allais découvrir les paysages et forcément, naturellement,
ma conscience écologique grandissait à ce moment-là. Et plus j'avançais dans le process, plus je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire hôtesse de l'air ? Genre, c'est plus du tout ce que je veux faire, en fait, finalement. Et donc, le Covid m'a sauvée, finalement, parce que grâce au Covid, j'ai jamais été hôtesse de l'air et ça m'a permis de me recentrer. Je pense, comme beaucoup de personnes, finalement, sur cette planète, le Covid a aussi permis de recentrer certaines personnes. Et donc, en revenant de voyage, j'ai commencé des études dans le tourisme responsable. Parce qu'à l'époque, moi, mon projet, c'était de pouvoir, de donner la possibilité aux touristes de devenir acteurs d'un voyage plus responsable. Et donc, c'est comme ça que je suis allée pitcher cette idée au Startup Weekend de Grenoble en novembre 2022 et que j'ai rencontré Pierre Moreau, du coup, mon associé. Le cofondateur associé de Because, qui vous a aussi permis de se dire, en fait, pourquoi pas nous aussi monter une entreprise qui n'était peut-être pas forcément votre idée première à vous. Alors, de base, non. Moi, je me suis vraiment ralliée à son idée qui était Because en B2C. L'idée, c'était vraiment de donner de la transparence aux dons. Et je me représentais beaucoup dans son idée parce que finalement, j'ai toujours été donatrice, mais j'ai jamais su ce que ça représentait sur le terrain. Et donc, en fait, le fait de pouvoir donner de la transparence, moi, ça me parlait énormément finalement. Et donc, l'idée de Because en B2C, c'était de pouvoir motiver plutôt que de moraliser. Et donc, même si la personne donnait que 50 centimes, on me disait bravo, grâce à tes 50 centimes, telle association va pouvoir distribuer un snack à un réfugié primo-arrivant, par exemple. Et donc, on arrivait donc à chaque fois être dans le concret de ce que le don permet. Justement, restons dans le concret. Comment présenter Because en 2026 en 1 minute ? C'est le pitch. Allez-y. Alors maintenant, on est en B2B, on a pivoté donc il y a un an. Because, c'est la solution philanthropie as a service qui permet de récompenser les clients et les collaborateurs d'une entreprise différemment qu'avec un 23e tote bag ou une 17e gourde grâce au Cadon. Le Cadon, c'est un don cadeau préfinancé par l'entreprise, offert aux clients ou aux collaborateurs selon le cas d'usage choisi et au bénéfice d'associations locales directement choisies par les bénéficiaires selon leur sensibilité. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les clients et les collaborateurs au centre de la démarche RSE de l'entreprise pour améliorer la marque employeur et bien évidemment aussi créer un lien émotionnel entre les engagements RSE de l'entreprise et les valeurs très personnelles des clients et des collaborateurs de l'entreprise. Le Cadon, il mène sur une mesure d'impact co-construite par les clients et les collaborateurs, qui est valorisable dans les rapports extra-financiers comme la CSRD, et il peut aussi être offert dès lors qu'il y a un sujet de récompense comme la cooptation, le Welcome Pack, les offres de parrainage. Donc voilà. Donc si vous avez des sujets cooptation, offres de parrainage, qui sont autour de la récompense collaborateur ou client, n'hésitez pas à venir me voir. Donc c'est très clair effectivement, et donc cette bascule, j'allais dire ce shift en bon français vers le B2B, pour quelle raison vous avez dit en fait finalement on va plutôt prioriser, passer par les entreprises pour permettre justement cette concrétisation du don et de savoir exactement à quoi il sert. Tout bonnement parce qu'il y a un peu plus d'un an, il y a 2 entreprises qui sont venues nous voir pour utiliser nos services dans leurs propres événements pour remplacer leurs goodies. Et je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait, les jeunes sont de plus en plus engagés. La première entreprise, c'était une université, une organisation, et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir proposer aux jeunes d'avoir soit un goodies matériel, soit d'avoir un cadon. Et on a eu 90% des jeunes qui sont venus vers le cadon. Alors que le goodies était une enceinte connectée. Mais une enceinte connectée à 5 €. Donc forcément, ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de qualité derrière ça. Ouais. Et donc, avec quelques arguments, finalement, très rapidement, ils venaient vers nous. Et on a eu 90% de ces personnes-là qui sont venues vers le cadon. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense que vraiment les jeunes, de plus en plus, c'est la Gen Z. On a beau la critiquer sur beaucoup d'aspects, mais ça, c'est vraiment, je pense, une génération d'éco-warriors. Je pense que là, vraiment, il faut les engager et les aider justement par exemple, Infinite, de prendre la tête de ces combats-là. Et voilà, c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec Because pour rendre le collaborateur acteur de cette démarche, pour qu'il soit vraiment engagé et donc acteur de cette démarche RSE. Et de passer donc par l'entreprise, c'est plus simple entre guillemets, pour que ce soit aussi quelque chose de collectif, parce que peut-être que parfois dans son coin on va pas trop savoir vers où se tourner, donc se dire que dans la culture de l'entreprise, de faire passer ce type de valeurs aussi. Oui, voilà, exactement. On travaille actuellement avec des clients où en fait leur enjeu, c'est vraiment d'intégrer les collaborateurs dès le début finalement de leur rentrée dans l'entreprise. Donc avec le Welcome Pack par exemple, là c'est vraiment de pouvoir les intégrer directement dans la démarche RSE pour créer en fait une culture d'entreprise. Et comme vous dites très bien, finalement, ça permet de co-créer une mesure d'impact et finalement de voir ce que
ensemble, on arrive à faire. Donc, même si finalement le cadeau qu'on nous avait donné était que de 20 €, finalement derrière, regardez tout ce que ça a réussi à financer. Combien de repas dans la rue ça a financé, combien de plantes, d'arbres ont été plantés, combien de. Enfin voilà, et nous on arrive à vraiment mettre du concret derrière le don, plutôt que d'avoir un aspect économique qui reste quand même trop abstrait. On donne vraiment du concret. C'est un travail qu'on fait main dans la main avec les associations, justement pour chiffrer leurs actions sur le terrain. Je me tourne vers notre coach Christelle Gimaret, justement, votre regard sur ce que propose Zoé avec Because. Qu'est-ce que vous retenez là, ce côté concret, qu'est-ce que vous avez pu en retenir? Déjà, tout d'abord, bravo Zoé, parce Merci que beaucoup. c'est une belle cause. Et effectivement, moi, ce que j'aime bien dans votre argumentaire, c'est que vous dites que les dons sont fléchés par ceux qui les reçoivent et ils ne sont pas imposés par l'entreprise. Et ça, c'est très important et je pense que c'est votre facteur différenciant avec ce que j'ai pu voir sur le marché. Donc pour ça, bravo. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur la traçabilité de ces dons. Comment vous mesurez l'impact et à qui revient cet impact? Est-ce qu'il revient aux bénéficiaires, enfin celui qui l'a donné, ou à l'entreprise? En fait, qui communique? Parce que vous savez, quand on est à la caisse d'une grande enseigne, on se dit pourquoi j'irais replanter les forêts pour le nom de, je sais pas, d'une grande enseigne, alors que c'est moi qui donne. Alors qu'on sait très bien que en vrai c'est nous qui donnons. Donc voilà, je voudrais juste que vous éclairiez là-dessus. Alors, à savoir que c'est l'argent de l'entreprise qui est du coup fléché par les collaborateurs et les clients. Donc c'est en fait finalement du mécénat financé par l'entreprise, mais ils délèguent le choix à leurs clients et les collaborateurs. Donc ça reste l'argent de l'entreprise. Maintenant, est-ce qu'on peut cut 2 secondes? Je me souviens plus de la question de base. On pourra refaire une petite coupure, il n'y a aucun problème. Donc c'était sur l'aspect de comment on arrive à... Ah oui, le fléchage. Ok, je peux reprendre du coup sur ça. Traçabilité, fléchage. Oui, tu peux reprendre naturellement. Est-ce que tu as une blockchain sur tes dons? Et la magie du montage de Corinne fera qu'on n'entendra rien quand ce sera diffusé. Donc l'idée, c'est que nous, on a plusieurs granularités. Donc on va avoir 4 thématiques: environnement, social, humanitaire et animal. Et dans chaque thématique, on va avoir des causes. Donc par exemple, dans environnement, on va avoir la dépollution, on va aussi avoir la lutte contre la déforestation, la préservation du monde marin. Et dans ces causes-là, on a des actions. Donc par exemple, la dépollution, ça va être le ramassage de déchets sur les plages de Marseille, sur les plages de Dunkerque, ou que sais-je. Et bien évidemment, derrière, c'est des associations qui font ces actions-là. Nous, on pourra pas venir tracer le don, les 3,88 € qui viennent ramasser ce déchet, ce kilo de déchets sur ces plages-là. On ne pourra jamais venir flécher à telle granularité. Par contre, ce qu'on demande aux associations, c'est que ces 3,88 € aillent bien sur la cause de la dépollution, même si elle, derrière, elle a peut-être une autre cause, elle fait de la sensibilisation, on va lui demander à ce que ça aille bien sur la cause de la dépollution. Donc, comment ça va aller sur la cause de la dépollution? Ça va être pour l'achat de gants, pour l'achat de pinces, pour des choses en fait qui sont très relayées, très reliées finalement à la cause de la dépollution. Très bien, très très sérieux. C'est un c'est un vrai enjeu ça, hein, parce que effectivement, comme le souligne Alexandre, des fois on fait des dons et on ne sait pas ce qu'ils adviennent et on ne sait même pas s'ils arrivent vraiment sur la cause. Est-ce qu'ils restent pas dans les caisses de l'association? Donc ça, je pense que c'est vraiment. Je vous engage à poursuivre ça, parce que c'est vraiment important. Et puis c'est sur ça en plus que portera la CSRD de l'entreprise pilote. Ouais. Et on est déjà en train en fait de penser à l'automatisation de ça, des audits, etc. Justement, nous ça fait un peu plus d'1 an qu'on est en B2B, donc on est encore bébé un petit peu sur le sujet. Mais là, on est en train de lever des fonds pour aller automatiser toute cette partie-là, et en fait pour que ce soit le plus proche de la réalité possible et le plus retraçable possible. Alexandre Mars, juste votre regard sur ce que propose Because. C'est extrêmement, je pense que c'est extrêmement en ligne avec ce que nous avions discuté ensemble lors de la première partie. C'est que ce don, cette solidarité, puisque appelons ça de la solidarité, est à tous les niveaux. Et au niveau des entreprises, de toute façon, elles ont un budget. La vérité, c'est que le budget existe. Et en effet, acheter une gourde venant d'il y a 10 000 km d'ici, qui est la même, faite dans des conditions qui n'est pas toujours celles qu'on aimerait avoir. Pas faux folle. Et pouvoir partager ça avec des assos qui peuvent être locales, c'est aussi intéressant, ce que Zoé a mis en avant. C'est
Là, évidemment, elle parle de Marseille. D'ailleurs, on voit qu'elle elle a grandi ailleurs. Donc, mais en effet, après ses reprises, elle a dit Dunkerque et c'est vrai. Parce que maintenant, j'habite à Lille. C'est pour ça que je fais un peu les deux. C'est la France. Mais donc ça, quand on parle de la Franche Bouge, en effet, il y a des assos exceptionnels partout en France. Et Zoé, en faisant ton travail, tu réponds à ce besoin-là, qui est de plus en plus vrai de part de tout un tas d'employés qui disent si je peux, peut-être qu'ils mettront pas leur argent tout de suite, mais si je peux avoir quelque chose, si je peux être utile à travers mon entreprise, c'est assez utile. Donc en effet, que tous les directeurs RH qui existent et les directeurs de la direction générale pensent à ça parfois plutôt que d'aller acheter cette gourde à l'autre bout du monde, qui n'est pas forcément celle qui est le plus adaptée. Et tu parlais de tote bag aussi, peut-être que c'est peut-être un peu mieux. En fait, on vient débloquer des nouveaux budgets finalement, parce que c'est des budgets qui sont de base RH et la direction commerciale, comme tu l'as très bien dit, c'est des budgets marketing RH, et finalement on vient débloquer ces budgets-là pour en faire du mécénat, et donc ça permet finalement en plus de récupérer du crédit d'impôt dessus, donc ça permet aussi d'offrir plus au même coût. Et donc finalement, en fait, on se met pas du tout en concurrence avec les associations, parce qu'on pourrait penser ça, le fait d'aller chercher un budget mécénat que les associations elles-mêmes pourraient aller chercher. Finalement, non, c'est pas le cas. Nous, on vient débloquer les budgets pour finalement avoir un cercle vertueux encore. Faciliter plutôt même. Et avoir plus d'argent finalement. Si je peux me permettre, je pense que ce qu'on essaie de dire, je sais Christelle, c'est la même chose, on essaie d'expliquer aux associations, à tous les acteurs, il n'y a pas de concurrence. Cette concurrence, c'est un mauvais... Le but, si on a un vrai but qui se veut assez pur, qui est globalement d'aider, moi, que ce soit toi qui puisse récupérer ou Y ou Z, la question c'est est-ce que c'est bien fléché, c'est le point de Christelle, est-ce que tu es sûr de quel type d'associations vont récupérer cet argent-là, le fait que ce soit bien audité ces associations-là, que cet argent soit bien déployé, ça c'est important. Le reste après, il y en a certains, comme tu dis, ça va être la souffrance animale, d'autres ça va être la jeunesse et l'enfance, d'autres ça va être l'écologie. Les causes sont multiples, les besoins sont infinis. Donc pour répondre à votre question, Aurélien, c'est génial de voir des jeunes entrepreneurs partir. Et moi, je suis pas je prends souvent l'avion, donc je suis malheureusement, je dois, parce qu'on doit convaincre des gens à travers le monde. Zoom, c'est bien, mais il manque quelque chose. Donc, moi, heureusement qu'il reste des personnes qui sont dans les avions, au moins. Mais en tout cas, c'est génial de voir que tu as décidé le destin. Moi, je crois terriblement au destin. Il est là et on a la chance d'avoir Zoé ici. Et donc, juste une question, le type d'argent, combien vous cherchez 100 €, vous cherchez 1 million d'euros, c'est quoi l'argent que vous cherchez pour vous développer? Pour la levée de fonds? Alors, on fait une toute petite levée de fonds là, sur 2026 auprès de BA, donc au particulier, mais en 2027, on va aller chercher beaucoup plus. En tout, on est en train d'aller chercher 500 600 000 €. J'aime bien cette interview. On va chercher beaucoup plus, c'est bien. C'était ma question d'après, donc c'est parfait, Alexandre. Mais non, justement, c'est parfait. Et justement, sur cet aspect financement, de quoi vous avez besoin? Vous avez cet objectif là, 2026-2027, de vous faire grandir, tout simplement. C'est ça. En fait, nous, on a un vrai focus, un vrai enjeu commercial, parce que donc il faut aller chercher du client, forcément. Parce que nous, notre business model, c'est de prendre donc des commissions sur l'enveloppe totale des dons, commission qui est dégressive en fonction forcément du montant total des dons. Maintenant, c'est vrai que quand on prend 10-15% sur une enveloppe de 30 000 €, on va avoir, nous, 3 000 €. Et donc, forcément, il faut aller chercher beaucoup de clients, faire de la masse. Et c'est pas juste avec moi et une autre commerciale qu'on va pouvoir réussir à faire ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher beaucoup plus de commerciaux et aussi des développeurs, finalement, pour développer la plateforme et développer des aspects que pour le moment, on n'a pas encore. On en reparle dans quelques instants. Vous restez tous avec nous. Nouvelle pause musicale sur Europe 1. La France bouge. Je reviens juste après. George Michael, Face. Ok. Ça va, ça a été? C'était clair? Le pitch était très bon. Tu adaptes tes commissions en fonction si c'est un grand groupe, une petite structure ou pas? Du coup, non. Parce qu'en général, les grands groupes, eux, nous prennent des gros montants. Et donc, du coup, il y a un taux qui est moins élevé. Par contre, quand c'est des plus petites structures, on prend des plus petits montants. Donc c'est là où du coup la commission est plus élevée. C'est toi qui as choisi ça ou c'est de... Mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est complexe. Ce serait dans le... Oui, dans tout charité, en fait. Le gros paye pour les petits, en fait. Donc ce serait la logique. Il faut un levier, parce que la grande société ne pas on modèle pas. Ouais. Donc c'est pallier ça. Je pense que c'est un bon point de pallier par la modularité de ces commissions. Vous êtes gros, vous avez Ouais.
c'est vrai que du coup, 30% sur un gros, ils peuvent facilement aller chez un autre concurrent. Il faut quand même qu'on reste assez compétitif par rapport à ça. Donc quand on indique lui, il va prendre une commission très fixe à 12%, il ne bouge pas. 12%. Ouais. L'adaptabilité du coup, l'adaptabilité de la commission. Ouais, sur la scalabilité. Ouais. Et c'est toutes mes questions. C'est faire de l'impact et être. C'est toujours assez complexe pour Cette chanson, elle est longue. George Michael, Face sur Europe 1. Avant de poursuivre notre émission, un rendez-vous antenne à ne pas manquer tous les jours de la semaine entre 7h et 9h. Retrouvez toute l'équipe d'Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko, Anissa Haddadi, Olivier Delagarde, Sonia Mabrouk, les signatures Europe 1, Alexis Brézet, Eugénie Bastier, toute la rédaction, bien évidemment, chaque matin, 7h, 9h sur Europe 1. Europe 1. La France bouge. 21h, 22h. Aurélien Fleureau. Respire. Et ça c'est rien de le dire. Mickey 3D, Respire, solidarité, rapport à la nature pour cette chanson qui nous permet de poursuivre notre émission consacrée à la manière d'entreprendre tout en étant philanthrope, solidaire. Nous sommes toujours avec Alexandre Mars, fondateur de la fondation, fondateur de la fondation, on peut le dire, et Epic, ça fait un peu bizarre, mais c'est correct. Avec Zoé Garnier également, cofondatrice de Because, et bien sûr notre coach du soir, Christelle Gimaret, fondatrice d'EcoClean on Demand. Pour revenir avec vous, Christelle, sur justement notre start-up, ce que propose Zoé Garnier avec Because, il y avait aussi cette logique d'être bien précis sur, on est sur quelque chose de, le partage, de la générosité, mais ça n'empêche pas d'être rentable. Comment on y arrive, d'avoir les bons atouts aussi? Ouais, tout à fait. En fait, l'entrepreneuriat, parce que c'est de ça dont il s'agit, il est toujours meilleur s'il a impact. Et je pense que cette génération-là a compris, et les marques employeurs ont compris aussi qu'il fallait être à impact, sinon les autres disparaîtront. Mais ça, c'est ce qui était un prérequis il y a 5 ans, maintenant c'est juste une obligation. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il faut trouver des clients, qu'il faut être rentable, il faut avoir une équipe qui tienne la route, et surtout avoir un business model qui soit équilibré, qui vous permette effectivement de payer tous vos salaires, de payer vos charges, et puis aussi de pouvoir investir dans des nouveaux produits, dans des nouvelles fonctionnalités de Because, parce qu'une entreprise, c'est un organisme vivant. Là, aujourd'hui, vous partez sur des dons fléchés sur des assos existantes. Peut-être qu'après, vous irez sur d'autres choses, comme par exemple le don en nature, ou des choses qui n'existent pas, que vous allez inventer, que vous allez mettre sur le marché. Tout ça avec cette j'ai envie de dire, ce petit chapeau au-dessus d'impact, que là, je vous engage vraiment à garder. Mais n'empêche, quid de cette pérennité? Parce que là, tout à l'heure, vous parliez de levée de fonds. Donc, moi, ma question, c'est comment on peut vous aider, comment les assos peuvent vous aider, comment les entreprises peuvent vous aider, justement, à faire le lien entre l'instant T et le moment où vous aurez levé. Et puis après, post-levée aussi, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc j'imagine que vous allez embaucher.
Donc voilà. Donc comment vous concentrez votre business model en fait? Comment il tient et comment vous en assurez la pérennité? Parce que faire de l'impact c'est bien, mais c'est pas une association loi 1901 que vous avez créée, c'est une entreprise. Je pense que c'est un réel sujet pour tous les entrepreneurs à impact. C'est comment finalement être pérenne tout en faisant de l'impact et sans finalement gagner des milliers et des cents au détriment d'autres personnes. Nous, l'idée c'est donc d'avoir cette commission, mais on est philanthropie as a service parce qu'on propose aussi tout un panel de services en fait qui sont annexes et qui forcément sont des prestations supplémentaires. Donc ça, c'est une première chose, mais bien évidemment que la levée est là pour aller embaucher les commerciaux, aller sur le terrain et en fait aller bazarder d'appels, les salons. Là, cette année, mettre on va faire... Mettre le bleu de chauffe, vous aussi. Voilà, exactement, comme Alexandre. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller sur le terrain et de foncer, quoi. D'accord. Donc on est d'accord que gagner de l'argent, c'est pas mal, hein. C'est juste, c'est le réemploi que vous allez en faire derrière. C'est ça. Exactement. Et c'est ça en fait qu'il faut que vous assuriez vos entreprises et vos donateurs une entreprise qui gagne de l'argent, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est est-ce qu'elle communique sur qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent, bien sûr. Qu'est-ce que cet argent devient. Parce que si c'est pour acheter la voiture du dirigeant, on n'a pas trop envie. On va peut-être éviter. Voilà. Mais voilà, moi j'insiste sur le fait de dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Et il faut vraiment communiquer parce que dans les rapports extra-financiers, il y a quand même le mot financier. Et on vous le rabâchera toujours. De toute façon, nous on est une entreprise à impact, une entreprise à mission. Donc on est obligé finalement de suivre une certaine direction par rapport à ça. On est audité, etc. Donc par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Et puis de toute façon, oui, l'idée c'est vraiment que ça fasse un cercle vertueux, que l'argent qu'on va gagner puisse être réinvesti donc dans le développement de Because, autant du côté tech que côté commercial, pour aller chercher du client et en fait aller encore plus aider les associations locales. Mais c'est vrai qu'on le voit souvent, en fait, la difficulté que tu peux avoir, Zoé, tu le sais, de certains entrepreneurs, c'est que il faut aussi survivre. Et c'est la difficulté, c'est quand on crée une entreprise, on peut raconter mission, impact, mais à la fin de la journée, si tu n'arrives pas à avoir les clients, si ces clients-là vont pas financer les salaires, tu périclites. Donc il y a toujours un sujet qui n'est pas toujours évident. Et donc c'est vrai que par rapport aux entreprises dont tu citais, dont tu parlais, Christelle, c'est vrai que c'est plus simple pour ces entreprises d'aujourd'hui dont le modèle est clairement identifié comme... Et c'est pas quelque chose qu'elle a rajouté au-dessus, c'est que de toute façon son modèle fonctionnera. S'il fonctionne, c'est un modèle positif. On en a souvent parlé ici, une entreprise comme Too Good To Go par exemple, c'est l'exemple type de, évidemment, c'est un succès, ça ramène de l'argent, mais ça combat dès le départ le modèle d'une gaspillage alimentaire. Donc ça existe, des modèles, il y en existe de plus en plus, mais il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de parler souvent avec ces jeunes entrepreneurs qui disent « mais moi, comment je fais pour payer mon salaire à la fin du mois ?» Parce que c'est quand même le premier sujet. Et ça peut pas être uniquement à travers des levées de fonds, il faut que le modèle puisse... fonctionner, pas sans s'autofinancer, mais en effet, c'est toujours c'est un dilemme parfois. C'est pas évident d'arriver à vouloir avoir le changement le plus important sur le monde et en même temps arriver à gagner de l'argent. Et là, tu as raison, Christelle, c'est pas être la plus riche. Je pense que c'est pas ton objectif d'être la plus riche de la planète, mais quand même, il faut que ce modèle puisse arriver l'année d'après et l'année d'après. Donc c'est là où c'est toujours un petit peu compliqué. Mais ton système, c'est un système en effet de bleu de chauffe, de trouver des commerciaux, d'aller convaincre tous les directeurs RH qui nous écoutent aujourd'hui qu'une partie de ceux qui peuvent mettre, ils ont les budgets, c'est les déployer dans des cadeaux. D'ailleurs, c'est votre innovation, cadeau, c'est votre néologisme? Oui, c'est ça, cadeau plus don. En fait, on a fait un petit jeu de mots. Et oui, donc les RH, clairement, c'est ceux qu'on veut aller chercher, aussi les directeurs commerciaux. Et on travaille beaucoup avec les banques assurances mutuelles parce que eux aussi ont des besoins en fait avec la CSRD et donc ils ont aussi des besoins d'améliorer leur marque employeur. Enfin voilà, on répond à pas mal de leurs enjeux. Et pour parler des mutuelles, encore une fois, leur modèle économique et de justement, c'est que des sociétaires, donc en effet, c'est des gens qui font très bien et qui font déjà beaucoup de choses, qui peuvent en effet très intéressés par ce que vous faites. Et du coup, on sera présent, juste petit moment pub, on sera présent au HR Tech, donc le 28 et 29 janvier. C'est le plus gros salon des RH en France. Donc voilà, s'il y a des RH qui nous entendent ce soir, vous pouvez venir avec le podcast voir. De l'émission sous la main, vous leur faites écouter. Et forcément, s'ils ont une petite remise quand même. Là, Zoé, bien sûr, ils vont venir et je leur offre le calendrier des temps forts RH 2026. Eh bien, parfait. Bon, on est dans le vertueux, en tout cas, et on va continuer à l'être avec notre prochain invité qui est déjà venu dans La France Bouge pour présenter son association qui agit pour la protection animale et la biodiversité. La France Bouge. Que sont-ils devenus ?
Bonsoir Thomas Faure. Bonsoir. Merci d'être avec nous en ligne. Thomas, alors vous êtes déjà passé dans l'émission, je l'ai dit, c'était il y a un petit peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui a changé pour YouCare, qui est donc, je le rappelle, une association qui œuvre pour la protection des animaux principalement, mais ça a évolué justement. Comment les choses ont bougé pour vous en 2 ans? On a bien grandi. L'association a maintenant 6 ans, donc on reste une jeune association. On a réussi à multiplier par 10 le budget de l'association. On avait un budget de 100 000 €. Aujourd'hui, il dépasse le 1 million d'euros. Et surtout, on mène énormément d'actions, par exemple pour la protection animale. Donc, on prend en charge des animaux qui sont abandonnés, qui sont maltraités, avec la police aussi, par exemple. Là, le mois dernier, on a sauvé autant d'animaux que pendant les 14 premiers mois du programme. On arrive aujourd'hui à faire 2 à 3 sauvetages par jour, ce qui est assez énorme parce que ce sont des sauvetages vraiment complexes. Et après, on continue sur différents Thomas, programmes. ça se déroule comment et comment vous arrivez justement à en faire de plus en plus? Parce que c'est évidemment, là aussi, on est encore dans le vertueux, comme avec tous nos invités depuis le début de l'émission. Comment vous réussissez à en faire de plus en plus? Alors pour en faire de plus en plus, c'est malheureusement le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il vous faut quand même plus de salariés qui sont qualifiés et qui vont pouvoir encadrer un certain nombre de bénévoles. Oui. Mais vous ne pouvez pas faire des sauvetages complexes sans avoir déjà les salariés qui peuvent agir sur l'urgence en plus des bénévoles. Il faut aussi beaucoup de moyens financiers pour les soins. Ce sont en général les animaux qu'on récupère dans des états catastrophiques. Là, par exemple, il y a une demi-heure, je viens d'être contacté par une clinique. Il y a un petit beagle de 7 mois qui a été percuté par une voiture. Aïe. Les propriétaires n'ont pas de quoi le soigner. Il a le fémur fracturé. Donc malheureusement, on le prend en charge. Et donc un des goulots d'étranglement, c'est de pouvoir financer tous ces soins. Par exemple, c'est la 3e fracture due à un accident de la voie publique en 2 semaines qu'on prend en charge. C'est des opérations à 2-3 000 € à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc voilà, malheureusement, les moyens financiers, c'est vraiment la base. Et après, le réseau de l'association, on a aujourd'hui plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous permet en continu de recruter des nouveaux bénévoles sur toute la France. Et donc derrière, de pouvoir répondre à chaque urgence. Par exemple, le poste de police qui nous appelle un soir à 19h pour récupérer en urgence un animal. Voilà, on trouve le bénévole localement qui peut aller chercher. Oui, c'est ça. Plus le réseau est large, effectivement, plus on peut être efficace, évidemment. Et donc, vous avez aussi créé un label, c'est ça, 1% pour les animaux. Vous pouvez nous expliquer on est en quelques mots? Exactement, on est les créateurs du 1% pour les animaux. Il a vu le jour en 2022. Aujourd'hui, 200 entreprises en font partie. Et donc, font don de 1% de tout leur chiffre d'affaires ou simplement d'une gamme de produits qui est labellisée. Ça peut demain être une mutuelle, vous en parliez tout à l'heure, et cette mutuelle, par exemple, va labelliser ses produits pour animaux, mais pas forcément la mutuelle pour les humains, ça c'est logique. Et c'est un peu le bras armé financier de l'association. Il nous permet de financer tous nos programmes. Le programme de sauvetage d'animaux domestiques dont on parlait, mais aussi un programme par exemple de reforestation en France. On a 2 pépinières caritatives et donc on produit, là par exemple bientôt pour la région Île-de-France, on va produire les futurs arbres qui vont repeupler les forêts d'Île-de-France. Donc c'est ça, c'est l'étape d'après pour vous, c'est aussi, vous restez évidemment sur la protection des animaux, mais la protection de la biodiversité, c'est ce que vous allez développer là dans les mois qui viennent. Exactement, donc ça c'est un programme très complexe et très capitalistique et qui demande beaucoup d'autorisation. Ouais. Ça fait déjà 2 ans qu'on y est et donc on en est à la 2e pépinière que l'on crée en France. On en a une dans le sud-ouest pour aider suite aux terribles incendies qui ont eu lieu il y a quelques années. Et la 2e, on travaille avec la région sur un terrain dans le 94 où on va créer la plus grande pépinière forestière de la région pour justement produire ces arbres qui sont essentiels à repeupler nos forêts. Évidemment. Merci beaucoup Thomas Moreau d'avoir été en ligne avec nous et on sera ravis de vous entendre à nouveau dans quelques mois, pourquoi pas, pour voir comment tout cela évolue parce que c'est du concret, c'est du positif. Un petit mot de la fin avec vous, Alexandre Mars, notamment sur ce que propose par exemple Thomas. Là aussi, on est encore dans du concret, du positif. Mais Aurélien, quand on entend Thomas, sa passion, sa voix, il nous parle de ce chien qui a été... C'est génial. On a besoin de personnes aussi passionnées que ça et on en a beaucoup en France et il faut les mettre en avant et donc merci que cette émission encore une fois vous mettez en avant les Thomas de ce monde qui dédient leur existence, leur temps et on voit la passion juste dans sa voix, c'est merveilleux. Donc moi c'est ça qui fait que notre société sera moins fracturée derrière. Il y a beaucoup de sujets à dire, on pourrait en parler pendant des heures et des heures de tout ce qu'on peut faire, des budgets, pas des budgets, qu'est-ce qui se passe, mais à la fin de la journée, c'est nous le peuple qui, à notre niveau, vont essayer de faire un peu plus pour les autres. Et c'est ça, et c'est les Zoé, c'est les Thomas, c'est les Christelle, qui au quotidien définissent... oui, merci à vous quatre, parce que un peu plus. Voilà. La passion, on l'a entendu dans vos voix. Merci de partager ça
tous les jours chez Europe 1. Et merci pour l'émission. Merci à vous Aurélien et à toute l'équipe. Merci beaucoup. On se retrouve évidemment demain sur Europe 1 pour continuer cette belle aventure. Dans un instant sur l'antenne, c'est le journal de 22h. Les informations avec Maël Hassani.